Bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel épisode de Ma Première Fois, un podcast dédié pour nos amis entrepreneurs. Un podcast qui est réalisé par RH Performance, cette magnifique entreprise qui intervient en recrutement, en formation, en coaching, en animation de séminaires et en outplacement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier. Bonjour. Xavier, comment vas-tu ? Très bien, merci de ton accueil. La rencontre de Xavier, elle est pas anodine. J'ai un coup de fil il y a à peu près 5 ou 6 semaines. Un vendredi soir, je me souviens, petit coup de fil, numéro que je connaissais pas, je décroche et j'ai Xavier au téléphone. Et Xavier me dit, Hervé, on s'est tout de suite tutoyé, je crois quasiment. Sans doute. Et Xavier me dit, écoute, j'aime beaucoup tes podcasts et j'aimerais moi aussi pouvoir, si tu en es d'accord, aller plus loin. Et quand on dit aller plus loin, pouvoir en parler. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais. En tout cas, Xavier, bienvenue. Et je suis ravi parce que les podcasts, c'est ça aussi, ça rayonne et il y a des personnes qui ont envie de prendre aussi la parole. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Xavier, moi, ce que j'ai bien aimé dans ton parcours, il y a un côté serial entrepreneur, passionné, on y reviendra dessus. Avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter, notamment nous parler de ta première partie de vie professionnelle avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de cette deuxième vie professionnelle d'entrepreneur? Clairement, j'ai derrière moi effectivement à peu près 10 années de salariat, à la fois dans la grande distribution, en France, à l'étranger, pour Cora, Carrefour, et puis après 5 ans à peu près dans la grande distribution en tant que vendeur, Ouais. en agroalimentaire, et après 5 ans en direction commerciale dans une PME régionale, où j'ai commencé à appréhender le marché de ce qu'on appelle B2B, donc des professionnels. Ouais. Cette première partie de carrière, elle t'apprend quoi? Qu'est-ce que ça t'a permis de? Elle me forme parce qu'un grand groupe avec effectivement 15 jours d'intégration, de formation intensive, reformation aux produits, aux techniques de vente, aux approches en clientèle. Donc elle me structure, Ouais. Elle me donne des outils pour effectivement après apporter à la PME dans laquelle j'ai été 5 ans des informations, des modes de fonctionnement que parfois les PME n'ont pas. Quand on a préparé ce podcast, parce qu'on le prépare, ça ne paraît pas comme ça, Sérieux? je t'ai demandé si tu avais eu tout de suite envie d'entreprendre et tu m'as dit, peut-être pas tant que ça, mais il y avait une petite musique qui se jouait un peu derrière, c'est ça? Il y avait une musique, alors né en 70, j'ai connu les événements Bernard Tapie, les émissions Ambition, etc., qui faisaient un petit peu rêver, mais voilà, moi, un parcours classique, école de commerce, grande distribution, commerciale. Et après, effectivement, toujours une petite musique, mais sans en avoir l'ambition pure. Et puis la vie a fait que, effectivement, par mes parcours, par mes expériences, Alors, c'est venu. tu parles de Bernard Tapie, juste pour parler 2 minutes de nanar, comme on les appelait dans les guignols de l'info. Qu'est-ce qui suscite chez toi un Bernard Tapie? Tu parles de son émission Ambition, de ce qu'il représente. Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça représente chez toi, un Bernard Tapie? À l'époque, c'était le dynamisme, la réussite, l'enthousiasme. Je me rappelle avoir visionné, je crois, 3-4 fois son débat contre Le Pen, parce que je trouvais qu'il y avait des punchlines incroyables, une maîtrise du langage, de la gestuelle, et puis l'homme derrière ça, quoi. Une belle époque. Ouais, belle époque, ouais. Dans ton parcours professionnel, il y a effectivement cette première partie de carrière dans la grande distribution, d'un côté et de l'autre. Et puis, il y a cette expérience en PME. Tu es directeur commercial, tu as des belles équipes, il y a un contexte, on va dire, plutôt porteur. Puis tu m'as dit, à la fois, peut-être que la relation avec l'entrepreneur n'était pas tout à fait On peut dire ça. romantique. En tout cas, vous n'êtes pas complètement retrouvés. Mais pour autant, ce monsieur, c'est un monsieur, je crois, il a généré quelque chose chez toi. Oui, c'était une belle réussite en ce qui le concerne. Après un comportement, effectivement, où il n'y a pas eu compatibilité d'humeur, on va dire, au bout de 5 ans. Ouais. Donc il y a eu 4 belles années et demie, mais les derniers mois, c'était un peu compliqué. Mais effectivement, quelqu'un dont j'ai admiré le parcours, clairement. Ouais. Et puis on peut dire, c'est lui qui, quelque part, alors tu devais sans doute être prêt, qui a généré un peu ce déclic de se dire, j'abandonne ma belle voiture, j'abandonne un certain confort matériel et je me lance dans le grand saut de l'entrepreneuriat. Oui, il y a de ça. Puis il y a aussi le marché. J'avais senti le marché évoluer un petit peu parce que je vendais des produits traiteurs frais auprès des traiteurs. Et là, moi, j'avais senti une tendance sur les produits, pour le coup, surgelés, pour tout ce qui était réception. Ok. Et c'est cette niche-là que j'ai voulu utiliser et mettre en avant. Et je me dis, tiens, je ne vais pas le créer dans l'entreprise, autant le créer pour soi-même. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on abandonne ce confort, cette sécurité, pour se lancer dans
le grand saut, le grand inconnu. L'inconnu. Qu'est-ce qui fait? C'est difficile. J'avais 35 ans, la fougue, l'envie de tout casser, peut-être de prouver à moi-même que je pouvais le faire aussi. Ouais. Voilà, la notion des risques, elle n'existe pas tant que ça parce qu'à ce moment-là, si tu mesurais les vrais risques, tu le ferais pas, quoi. Ouais. Donc il y a une certaine forme d'insouciance. Oui, Voilà. bien sûr, mais qui est portée par l'ambition et par l'envie, quoi, et de dire mais ça va marcher, quoi. Il y a pas photo. Ouais. Xavier, est-ce que tu fais partie de ces 82% pardon, d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour la liberté? Sans doute, n'en devoir qu'à soi-même ou à sa banque, mais effectivement, c'est avoir cette liberté de pouvoir commencer, finir quand on veut. Effectivement, une réunion qui ne se fait pas parce qu'on décide soi-même. Donc voilà, je suis assez sûr de moi, je pense. Et donc, quand j'avais une idée, ne pas avoir à la défendre et pouvoir l'appliquer et en voir les résultats immédiatement, c'est ça la liberté aussi. Si je reviens sur l'insouciance, tu me racontais que pour lancer cette première entreprise, Gourmanding, tu nous en reparleras après, il a fallu amener de l'argent. Cet argent, tu ne l'avais pas. Et tu as mis en caution ta maison à l'époque et tu ne l'as pas dit à ta femme tout de suite. Si elle écoute le podcast, elle va l'apprendre. Ouais. C'est passé maintenant. Ouais. La maison est vendue en plus depuis, donc il n'y a plus de risque. Mais c'était pour garantir un crédit. La banque te disait, ben voilà, monsieur, si votre entreprise que vous me présentez en PowerPoint là, ne fonctionne pas, les 50 000 € vous empruntez, et plus si vous faites des dettes, il va falloir aller prendre sur vos biens personnels. Ouais. Donc est-ce que vous signez en bas de la page? Bah oui, j'ai pas le choix. Ouais. Moi, je te partage, j'ai dû signer une seule fois dans ma vie une caution de dirigeant, parce que j'ai connu une période de turbulence, etc. Moi, je l'avais extrêmement mal vécu, parce que je trouvais que je mettais en danger ma famille, mon patrimoine, etc. Toi, au moment où tu le signes, est-ce que tu vis ce même questionnement? Pas trop, parce que j'étais tellement sûr de moi, de ce que ça allait marcher. Et Dieu sait que quand je regarde les catalogues ou l'offre que j'avais à l'époque, il y a 20 ans maintenant, c'était pauvre, mais il y avait l'envie. Donc... Et c'est quoi cette idée géniale, en tout cas tu l'as trouvée géniale à ce moment-là, qui a fait que tu es parti dans le grand bain de l'entrepreneuriat? Parce que je sentais un besoin de la part de nos clients. Je visitais quand même pas mal de traiteurs, etc. Et je sentais qu'il y avait effectivement, ah tiens, on cherche des petits produits comme ça qu'on ne sait pas faire, parce que c'est compliqué, ça prend beaucoup de main-d'œuvre, on n'a pas la flexibilité. Et puis après, sont venus effectivement les grands événements, les stades de foot ou les loges. Il y a des années, il y a 20 ans, on ne parlait pas trop de loges, mais maintenant c'est un vrai business. L'univers du foot et du sport, où il y a besoin d'événements, il y a besoin de rencontres. Donc c'est une niche de marché sur laquelle je me suis et pour contextualiser, c'est quoi? C'est que tu vends des produits pour les traiteurs qui ne peuvent pas, quand ils ont besoin de 3000 macarons pour un match de foot, malheureusement dans leur laboratoire, ça ne passe pas. Ils n'ont pas forcément la main-d'œuvre, l'emplacement, le stockage pour ça. Et moi, j'ai un stock important que je peux effectivement livrer sous 24 heures partout en France. Et qu'est-ce qui fait que ça décolle? Au fur et à mesure, client par client, relance par relance. Un échantillonnage, comme j'étais tout seul, j'avais pas de voiture, je peux pas aller me déplacer auprès des clients. J'avais eu l'idée de faire des coffrets d'échantillons livrés en express par TNT à l'époque. Donc je composais une dizaine de produits dans une boîte, type boîte à chaussures. Et moi j'appelais des clients à Marseille, à Toulouse, etc. Et je leur disais, demain matin, monsieur, vous avez un échantillon dans votre cuisine. Ah bon? Bah oui. Et ça me coûtait, à l'époque, peut-être 40 €. Mais effectivement, au lieu de me déplacer à Toulouse, à Bordeaux, j'arrivais à prospecter la France entière. Et il y a des journées où j'ai envoyé 10 colis d'échantillons. Et le lendemain, les surlendemains, relance, est-ce que vous avez bien reçu? Qu'est-ce que vous en pensez? Paf. Et les commandes tombaient. Et tu as vendu jusqu'à 2 millions de pièces par an? 2 millions de pièces par an, effectivement, parce qu'on a un prix moyen à peu près entre 50 et 1 €, donc ça fait à peu près 2 millions de pièces par an. C'est beau. Ouais. Et donc cette entreprise qui existe toujours, bien sûr, tu l'as développée, et puis il s'est passé ce qu'on a tous connu, le Covid. Et oui. Et si on refait un petit voyage en arrière de 5 ou 6 ans, cette période Covid, dans un métier comme le tien chez Gourmanding, il te met un peu dans la panade. Basé sur l'événementiel, donc pas de mariage, parce que nos clients sont les traiteurs, ils font les mariages, pas de réception, pas de match de foot, pas de séminaire, pas de convention, point mort. Donc on passe de 50 commandes à 100 commandes par mois à 0. Ouais. Comment tu vis ce moment?
Où tu te dis, t'es tout seul, il ne se passe plus rien. C'est un peu hors sol parce que tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Donc tu as plutôt confiance. Tu regardes les infos tous les soirs en demandant quand est-ce qu'on rouvre. C'est bon, ça va être 15 jours, c'est bon, ça repart. Mais quand tu as 100 000 euros de stock, qui correspond à peu près à un mois et demi de vente, hein, tu te dis bon, je vois les DLUO qui tournent. Alors c'est pas du produit frais heureusement. Tu fais des dons parce qu'on te demande est-ce que vous pouvez aider. Il y avait des étudiants, je me rappelle à l'époque, qui étaient bloqués. Donc certains de nos traiteurs nous demandaient est-ce que vous avez des produits à donner. Je dis bah, bien sûr. Donc on a fait 2-3 livraisons, je me rappelle à Lyon, à Lille. Et tu te dis oui, chaque jour est compliqué. Comment tu vis en tant qu'entrepreneur ces périodes de doute, d'incertitude longue? Tu dors pas bien, mais tu penses aussi à ta famille, à tes enfants étudiants, une qui devait passer des concours de prépa, une autre qui passait le bac, un autre qui était en pleine étude, qui avait des visios à l'époque, quelques cours en visio, pas grand-chose. Donc tu penses à eux d'abord, et puis par contre tu comment dors je pas vais très faire bien. pour payer tout ça? Oui. Ouais. Donc tu mets les crédits en attente, puisque la banque le permettait, donc tu mets des hollas sur Et les puis crédits. comme tu es chef d'entreprise, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien de tout Ah ça. non, bien tu n'as évidemment. droit à rien, tu n'as même pas le droit d'aide, parce qu'on a fermé en mars, et j'ai eu quelques aides à partir d'octobre seulement. Ok. Donc 6 mois, on est un peu dans le dur. Zéro. Ouais. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dos au mur qu'on s'autorise à peut-être casser les codes, à se réinventer, à voir les choses autrement? Sans doute, parce qu'on va parler effectivement de la troisième marque que j'ai créée. Sans le Covid, finalement, j'aurais pas fait ça. Ouais. Parce que tout roule, tout tourne. Bah, tu es dans ta zone de confort. Ouais. Gourmanding existe toujours, Mmh. et peut-être que tu y mets un peu moins d'énergie, peut-être que tu es passé sur autre chose. J'y passe pas mal de temps encore. Encore, ouais. Ok. Parce qu'il faut relancer. On Ouais. n'a pas récupéré les volumes qu'on avait avant le Covid. Donc Ouais. il faut continuer à prospecter, reprendre le métier à la base, quoi. Ouais. Mais en tout cas, le Covid te met, on va dire, en turbulence, en risque par rapport à Gourmanding, et te fait imaginer un autre projet. Oui. C'est le projet qui m'a interpellé et qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est Brut. C'est Brut. quoi l'idée de départ de Brut? Brut, c'est en confinement, donc avec 3 enfants à la maison, ma femme qui cuisine beaucoup et très bien, et on se rend compte que les planches à découper ou de présentation pour l'apéritif, pour le saucisson qu'on a à la maison, ben, c'est soit des planches en plastique, des planches en bambou ou en bois collé, et pas une seule de la même marque. Donc des planches qu'on a achetées dans les magasins jaunes et bleus, hein, tu vois, à qui je fais allusion, en grande surface, et en plus des produits qui sont pas très durables, pas de belle qualité, qui sont même pas beaux. Donc je dis tiens, c'est bizarre. Donc puisque effectivement l'activité principale était à l'arrêt, je commence à me poser sur une feuille, en disant, qu'est-ce que j'aime bien? Ah ouais, j'aime bien le bois, j'aime bien la cuisine, etc. Donc c'est venu comme ça. C'est quoi? C'est un constat que dans le métier de la planche à cuisiner, c'est de te dire il y a pas de marque phare, il n'y a pas de produit phare, il y a un peu tout n'importe quoi, c'est ça? Exactement, c'est un peu des marques blanches. Il n'y a pas de marketing. Aujourd'hui, si tu veux acheter une belle cocotte en fonte, tu sais où aller. Tu as 2 marques françaises principales, tu as Staub et Le Creuset pour les citer. Mais si tu veux acheter une belle planche en bois, parce qu'il y a 26 millions de foyers qui ont besoin de planches à découper dans leur cuisine, tu vas où? Ben, effectivement, tu vas dans ces magasins de décoration ou magasins de cuisine. Mais l'offre qu'on te propose, il n'y a pas de marque française et il n'y a pas de marque référente. Contrairement à pas mal de produits d'art de la table. Quand tu trouves cette idée, t'es comment intellectuellement? T'es tout excité comme un gamin qui se dit j'ai Alors, trouvé un nouveau filon? Ouais, j'ai mis, je pense, 1 mois à concrétiser un peu le sujet. Et le jour de mes 50 ans, parce que c'était en plein Covid, à l'apéritif, je m'en souviens très bien, j'ai présenté à mes enfants, à ma femme, j'ai dit voilà, papa va créer une marque. J'avais pas encore le nom. Et une marque de planche, parce qu'effectivement, il n'y a pas de marche. Et effectivement, ils se disaient ah oui, c'est vrai, machin. Et comment ils réagissent? Alors, je me rappelle très bien mon fils, ah papa, c'est bon, c'est un bon business ça. Voilà, ma femme, oui, pourquoi pas. Les enfants, ah ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, je les ai assez impliqués par la suite, en confinement, parce que tout le monde était à la maison, pour leur montrer des modèles, des idées, etc. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux faire ça? Au début, je pensais peut-être faire du bois que j'aurais acheté en upcycling, donc en bois qui était en stock. Ouais. J'ai oublié l'idée parce qu'il n'y avait pas de garantie de traçabilité et d'hygiène. Donc, pas mal d'idées, et ça s'est embouti petit à petit, voilà. Quand tu es au démarrage, on fait quelques années en arrière, quand tu te lances dans Brut, une entreprise qui conçoit, qui fabrique, et nous en dire un petit peu plus, qu'est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu t'imagines
dire tiens, je pars sur un petit projet qui va être rigolo? Est-ce que tu imagines quelque chose avec une ampleur beaucoup plus forte? Tu t'imagines quoi? Je sais pas trop. C'est pas trop? Je sais pas trop. Ouais. J'ai l'ambition de créer et puis voilà, d'investir au fur et à mesure ce que je gagne, au fur et à mesure des retours clients. Et Ouais. puis non, j'ai pas de plan de marche. Ouais. Alors, quand tu m'as parlé de ton projet, euh, il y a cette idée qui est venue pendant le Covid de dire là, je vais me lancer sur un produit qui n'a pas de référence en termes de marque. Euh, et puis, de ce que j'ai compris, ton produit il a évolué petit à petit parce qu'au tout début, on peut parler d'abord du bois. Tout de suite, tu as eu des convictions qu'il fallait aller le chercher où? Bah, je me dis, je vais acheter du bois. Bah, on est dans une belle région où il y a de belles forêts, il y a forcément des exploitants forestiers. Mon grand-père, en plus, était forestier à l'ONF dans les années 60. Je sais qu'il y a de belles forêts dans la région. Je vais trouver une scierie, j'en ai contacté 4 ou 5. Et la première qui m'a répondu favorablement pour me recevoir, c'était à Béthune. Ouais. Et qui ne fait que du bois de la région, donc du bois de la forêt de Mormal et des Daims. Et c'était une évidence pour moi de ne pas aller acheter du bois en Bourgogne alors qu'il y a de très belles forêts ou dans le centre Ou encore centre plus loin, Loire. en Europe de l'Est ou je ne sais où. Bien Ouais. sûr, Ouais. hors de question. Donc je dis, la logique veut, puis il y a une question de coût aussi de transport, Ouais. que j'achète localement du bois. Donc tes planches sont faites en quoi? Alors on a essentiellement du chêne et du frêne, Ok. un peu de hêtre aussi du noyer, c'est plus rare, donc on n'a pas toujours en disponibilité, mais essentiellement en frêne, pour ce qu'on appelle des planches plus à découper en cuisine, pour émincer, et des planches en chêne pour la présentation, pour la découpe aussi bien sûr, mais qui peuvent être utilisées en cuisine. Donc on est dans du made in France et du made in local. Alors 100%, parfois on me dit tiens, vous devriez avoir un label, ou on me sollicite pour payer pour un label, 100% origine France, mais j'ai pas besoin, je suis 100%. Donc tu pars sur ce projet, tu décides de prendre du bois de la région, ce que tu fais, tu trouves ça. Et puis tu m'expliquais, après il faut trouver un partenaire pour faire les découpes, pour les mettre au beau format. Et puis c'est un peu le hasard, la rencontre, qui fait que tu rencontres, je crois, une première entreprise, je te laisse l'expliquer, Oui. qui est ici Vitamine T, c'est ça? Exactement. Ouais. Que j'avais visité dans une conférence, il y avait une conférence il y a 2 ans avant, à Vitamine T, qui présentait le projet. En fait, c'est des ateliers d'insertion qui mettent au travail des gens qui sont en fin de droit, au RSA, qui veulent aussi une formation, donc à la fois dans le bois, ils font aussi ce qu'on appelle du vide-grenier, hein. Ouais. Donc ils recyclent, ils retapent aussi des meubles abîmés, etc., pour les revendre dans leur boutique, hein, ça s'appelle le grenier. Et donc effectivement, je me dis, tiens, ils ont un atelier bois, ils font des meubles avec des palettes usagées, hein, qu'ils récupèrent, ils font des meubles de présentation, des bureaux, etc. Et donc je vais les voir avec un prototype que j'avais fait dans mon garage, et je dis, voilà, est-ce que vous pourriez reproduire ça? Si je vous livre du bois, est-ce que vous pourriez reproduire? Il dit, mais bien sûr, il me faut un tarif, je négocie même pas. Je dis, ben, par rapport à ce tarif, je vais essayer de caler mon prix de vente. Et ça passait, donc j'ai pas dit, tiens, je veux une réduction là-dessus. J'ai dit, non, on y va. Et en plus, il y avait le côté social, insertion, Que tu n'avais pas prévu à l'origine. que j'avais pas prévu, mais qui m'a assez vite intéressé, parce que tu prends une claque, hein. Quand tu vas dans ces ateliers-là, Pourquoi tu prends une claque? parce que ton petit confort personnel, tu dis, quand tu vois ça, tu vois ces gens, tu dis, ben, parfois tu te lamentes pour un petit bobo, et tu devrais pas. Tu me racontais que, alors tu as deux partenaires, hein, je crois, il y a Vitamine T et puis un Un ESAT ESAT. du côté de Valenciennes. Ouais. Tu m'avais dit que quand tu y vas, tu partages des photos, etc. Parle-moi un petit peu de ces personnes que tu croises. Ils sont assez jeunes, hein, ils ont entre 20 et 40 ans, des gens avec le petit truc en plus, hein, le fameux slogan maintenant, qui leur va bien parce que je trouve que c'est une belle façon de les mettre en avant. Effectivement, quand tu leur montres les planches, ils ont, par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ou des meubles où vous ne voyez pas trop la finalité, ou des produits de palette, là ils voient le produit, le voient fini. Je leur montre aussi les réseaux, et ils ont accès aux réseaux, donc ils les voient, ils nous suivent sur Instagram. On leur montre effectivement qu'on est passé à la télé. Ils sont super fiers, quoi. Ça suscite quoi chez eux? Bah, de la fierté, clairement. Parler de leur regard, Ouais. c'est des étoiles dans les yeux, ça. Ouais, il y a de ça. Et puis effectivement leur fierté de voir. Et puis ils font un super produit, Ouais. un super boulot. Ouais, ils vont poncer à la main, tout est découpé à la main, hein. Ouais. Selon les modèles, il y a plus de 25 modèles chez Brut. Ouais. Donc ils les peaufinent, et ils sont contents de leur. Ils m'aident à charger la voiture. Chaque semaine, je vais chercher des planches. Ouais. Ils m'aident à charger la voiture. Et est-ce qu'on peut dire que tu as quelque part allumé, alors c'était peut-être pas état, mais en tout cas que tu suscites de la fierté chez
chez les gens qui... Clairement, Ouais. clairement. Là, ils viennent d'ouvrir en plus un restaurant à Valenciennes, à Cité de Valenciennes, où il va y avoir des planches brutes. Ouais. Donc, tu vois, la boucle est bouclée, quoi. Ouais. De retrouver tes produits dans les restaurants, c'est... Un restaurant, en plus, qui est donc fait avec des gens de l'ESAT. Ouais. Hein, donc, ils sont en difficulté, et donc, ils vont cuisiner et qui vont présenter sur des produits Ouais. qu'ils ont fait eux-mêmes, quoi. C'est génial. Et ce que je trouve génial dans ton aventure, c'est que tu pars d'un projet qui est une idée de se dire, il n'y a pas de marque référente là-dessus, et d'un projet entrepreneurial, ça devient un projet local et social. Clairement. Ouais. Ça fait quoi de te dire, avec un peu de recul, te dire, tiens, à travers une bonne idée, je crée de la fierté, je donne du sens, il y a une utilité, c'est-à-dire que ton projet, il prend une autre dimension. Clairement. Clairement, parce qu'effectivement, on coche pas mal de cases. À la fois le côté durable, écologique, local, plus effectivement de pouvoir remettre à l'emploi des gens qui sont un peu en marge du système, et puis de leur donner effectivement un but, un sens dans leur travail. C'est quand même hyper intéressant. Ouais. Comment tu réagis quand il y a des personnes qui parfois se disent c'est difficile de faire les deux? Alors, j'ai employé l'expression de notre président en même temps. Est-ce qu'on peut à la fois faire de l'économique et du RSE ou du sens? Les deux sont possibles? Ah, mais je pense qu'avec Brut, on en témoigne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un objet du quotidien, une planche en bois, une planche de cuisine de découpe. Mais effectivement, elle peut effectivement avoir un sens, et on peut effectivement, sur un objet du quotidien, impliquer des gens comme ça, pour qu'effectivement, ça puisse être un vrai marché. Et il y a un marché pour ça, évidemment. Alors, tu es allé encore plus loin, parce que on a une belle planche ici, je crois que tu en as une juste à côté, tu peux peut-être la montrer à nos auditeurs, etc. C'est que tu as voulu créer un pochon, et ce fameux pochon, là aussi, tu as voulu être cohérent avec le début. Pareil, quand j'ai dit cette belle planche, on ne va pas la vendre comme ça, on la vend essentiellement sur Internet, il faut qu'elle ait un bel écrin, donc on se pose la question, dans quoi on pourrait l'emballer? Dans du coton? Non, il n'y a pas de coton. Qu'est-ce qu'on a en local? La France est le premier producteur de lin au monde. Hein? Au monde? Au monde, en Haute-France et en Normandie. Donc après, on a trouvé effectivement ce pochon, de la toile de couche qu'on achète à Armentières, qui est tissée à Armentières, et dont on fait les pochons dans l'atelier d'insertion, qui a une partie confection sur les quins. Okay. Voilà, donc la boucle est bouclée avec un petit ruban bleu, blanc, rouge qui est tissé à Comines. Ouais. Donc on a tout trouvé en local. Donc du bois local, du textile local, une fabrication locale qui a du sens. Voilà. D'une idée covidienne, je ne sais pas si ça se dit. Et toute simple, parce que l'idée, c'est pas non plus un projet, un produit hyper innovant. Ouais. Une planche à découper ou de cuisine, chacun en a dans sa cuisine. Ouais. Alors tu me disais, c'est bien beau, ces belles planches, etc. C'est quoi tes succès? Je crois qu'il y a quelques succès commerciaux que tu peux nous partager avec des jolis noms qui utilisent tes planches. Alors c'est vrai qu'on a un peu sollicité quelques personnalités au début, en envoyant un produit, comme ça, un échantillon à Guillaume Gomez à l'Élysée. Je l'ai toujours pas reçu, moi, l'échantillon. T'es pas assez connu. Ah, c'est ça. Et donc, je dis, il n'y a pas de moyen de communication, on va envoyer à quelques personnes connues comme ça, comme Pierre Hermé. Et le soir même où il la reçoit, en cadeau, je reçois un mail. Bonjour Monsieur Trub, merci pour la planche, j'en ai profité pour en commander 2 pour moi. Là tu dis, on tient peut-être quelque chose. C'est un bel ambassadeur. Guillaume Gomez, chef d'Élysée, qui t'appelle, qui te remercie, qui dit super produit, etc. Vous dessus sur les réseaux, on va mettre une pub. Il a fait une photo, paf, on a eu plein de commandes qui ont suivi. Ouais. Après, effectivement, la notoriété, le travail sur Instagram, c'est ma femme qui s'occupe du compte. On est maintenant dans un établissement étoilé, on est au Bristol, à Brasserie, pour la découpe de viande en salle. On est chez Christophe Dufossé, à Bune, là, au Relais-Château. On a des très belles boucheries comme Monsieur Évrard à Lille, qui présente ses belles viandes dessus. On est au Pulpe, on est dans plein de bars à vin. On est à l'Aviron Bayonnais, qui a fait logoter la planche pour sa bistronomie. Donc on a comme ça une belle fierté, parce qu'on se dit, on tient quelque chose. Ouais. Sur un produit qui pourrait être banal, des professionnels y ont trouvé leur intérêt. Peut-être banal et en même temps présent dans toutes les cuisines. Bien sûr, 26 millions de foyers français. Ouais. Donc 26 millions de clients potentiels. Alors j'ai calculé, sans compter les restaurants. Voilà, sans compter les restaurants où il y a pas mal de bars à vin qui utilisent nos planches. Effectivement, j'avais calculé, je crois, 0,001% me conviendrait. Ouais. Tu aurais besoin de quoi pour réussir à vendre ces planches qui sont locales, qui sont sociales, qui ont du sens, et des planches qui ont du sens? Tu aurais besoin de quoi pour qu'elles rentrent un peu plus dans nos foyers? Du passage télé. Ouais. Parce que clairement, dès qu'on a un passage de presse,
Là, on a eu François Gesgaudry qui est venu à la braderie, qu'on a réussi à faire venir au showroom qui est rue Princesse. Il en a parlé dans une chronique le matin à la braderie. Et pendant des mois, on a eu des contacts, des gens qui venaient même de Saint-Étienne, qui venaient sonner. Ah, j'ai entendu parler de vos planches sur France Inter, on peut voir. Donc la notoriété, parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens de faire de pub. Mais si on peut passer on est passé effectivement dans les journaux, hein, dans la Voix du Nord et tout ça, mais si on peut passer effectivement à la télé, c'est tout bête, mais ça fait un coup de pub. Grâce à nous, tu vas passer quelque part sur une télé, sur Internet. Évidemment, audio, et on relayera sur LinkedIn bien évidemment. Pour échanger. Tu as parlé, effectivement, tu me l'avais présenté, tu en as discuté là. Depuis longtemps, tu travailles avec ton épouse. C'est quoi les clés du succès pour travailler avec ton épouse? Il y a un mélange des genres, on mélange l'amour et le professionnel. Clairement. Ce qui n'est pas toujours évident. A priori, ça marche bien parce que vous n'êtes pas votre première entreprise, à votre premier projet entrepreneurial et ça continue. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, je pense que ça marche parce que, alors déjà, on n'a pas de salariés, donc on n'a pas d'interférence. On est en direct, je penche la tête, je vois son bureau. Donc les réunions, ça se passe souvent comme ça, ou les décisions. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on répond à cet appel d'offres ou pas? Oui, non. Après, effectivement, on n'en parle pas trop à la maison. Est-ce qu'on se donne des règles qui se dire ça, c'est pas fait. C'est implicite, mais à la maison, on parle plus trop boulot. Ou c'est elle qui me dit non, c'est bon, on va pas en parler. Donc, effectivement, on parle plus de brut à la maison parce que c'est l'objet du quotidien et on s'en sert dans notre cuisine tous les jours. Quand on apporte des plats à la maison, c'est dessus, du fromage, c'est dessus. Donc, on en parle beaucoup, mais voilà, c'est un produit sympathique. On n'a pas trop de gêne à en parler, mais on a cet équilibre-là, donc pas de salariés. Et puis, effectivement, chacun dans son domaine. Moi, je suis plutôt à la vente, plutôt à l'administratif, et puis, comme je te dis, le compte Instagram pour brut. Ouais. Qui fait l'entretien annuel de ton épouse? Ben, j'en fais pas. T'en fais pas? Peut-être à tort, mais effectivement, si ça va pas, elle me le dit, et elle me le dit parfois. Ça peut te rassurer, je travaille aussi avec mon épouse, et je ne fais pas son entretien annuel. Elle ne le veut pas, ce que je peux comprendre. Ouais. Oui. Comment t'imagines Brut dans 3 ans, 5 ans? Ça serait quoi ton rêve, Xavier? Arriver à convaincre encore des gens qu'effectivement, ils peuvent jeter leurs planches en plastique parce que c'est plein de microplastiques, justement. C'est quand même pas très beau. Et que Brut, finalement, c'est peut-être un peu plus cher. On s'en cache pas. Mais c'est durable. Ouais. Parce qu'une planche, souvent, j'ai des gens qui m'appellent, ou même des commerçants qui me disent « Ah, mais j'ai vu vos planches. » Oui, mais entre une planche qu'on va acheter, on va la renouveler tous les 2 ans, et puis une planche qui va nous durer, je pense, au moins 20 ans, il n'y a pas photo. Hein. Le réachat compensera largement l'investissement de la planche. Ouais. Donc c'est quand même agréable d'avoir un beau produit qui a une histoire. Voilà, quand on découpe dessus, j'ai pas mal d'amis qui en ont acheté, j'adore. Quand ils m'envoient une photo, ils disent « Tiens, je suis dans un restaurant et je savais pas. Clac, j'ai une planche Brut. » Je pense à toi. Parce que j'ai le logo et je pense à toi. Ouais. Et ça fait ma journée, quoi. Ouais. Pour conclure, qu'est-ce que tu auras envie de dire à nos auditeurs, ceux qui pourraient parfois douter qu'on peut faire du local, on peut faire du social, on peut s'engager comme tu l'as fait. Et ce qui est amusant de ton histoire, ton projet de départ n'est pas un projet social. Il l'est devenu au fil des rencontres. Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Alors qu'il faut oser, que l'aventure entrepreneuriale se dessine au fur et à mesure. C'est un peu les circonstances, les événements. Ça tombe pas du ciel. Mais que si on a une bonne idée et qu'on y croit, faut aller à fond. Et effectivement, si on peut combiner toutes ces valeurs, ben on est quand même bien le matin à se regarder dans la glace, quoi. Ouais. Et ça donne encore plus de sens au projet entrepreneurial. Clairement. C'est quoi l'adresse de ton site internet? Alors c'est planchebrut.fr, mais si vous tapez planche brute à Lille, normalement vous devrez tomber sur Donc on sur peut recommander à nos auditeurs d'aller sur ton site internet. Sans problème. Il y a du stock, c'est des produits locaux, des produits responsables, des produits qui respectent l'environnement. C'est un magnifique cadeau. Ouais. Souvent les gens, parfois on achète pour eux, et après, à un moment de Noël, on a forcément une grosse période, parce que c'est un super cadeau, ils offrent ça, c'est pas un cadeau banal, il y a une histoire, ils aiment la raconter, ils disent « Ah, j'ai vu ça, machin, regarde, c'est intéressant, c'est local, en plus c'est fait en ESAT », il y a une belle histoire, il y a un petit truc en plus, là aussi. C'est un projet entrepreneurial avec un petit truc en plus. Exactement. Merci Xavier. Merci à toi Hervé. À bientôt. Plaisir partagé. Merci à toi.